Et le capitaine Amadou Aya Sanogo, président du comité de suivi des réformes des forces armées et de sécurité de notre pays. Au centre de son entretien avec notre confrère Abbas Fambougri Traoré, les forces alliées, l'évolution de la libération du pays, son absence au front et son salaire de président. Sans détour, le capitaine répond à notre question. Mon capitaine, bienvenue sur la ligne. Merci. Mon capitaine, quelle appréciation faites-vous de l'arrivée des forces alliées pour aider à libérer notre pays aujourd'hui? Oui, très satisfait. Très satisfait parce que je l'ai dit en son temps, nous avons des objectifs. D'abord, sauver ce pays, quel qu'en soit le prix, et aussi refaire une armée forte, professionnelle et républicaine au service de la nation malienne. Donc si des amis du Mali, des partenaires du Mali viennent au chevet de cet État qui était presque malade ou incapable d'assumer sa propre défense et suite à la déliquescence de toute une armée, je pense bien que l'intervention est la bienvenue. Et d'ailleurs je profite pour saluer réellement la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie, Français, Tchadiens, Guinéens, Gabonais, tous ceux qui sont là, et aussi à suivre de façon très particulière ces jeunes soldats maliens qui sont tombés sur le champ d'honneur et prions pour le repos éternel de leur âme. Mais cependant, capitaine, au départ, vous y étiez opposé. Je n'ai jamais été opposé à une intervention étrangère, mais j'ai tout le temps dit oui à une intervention, mais dans le contexte qu'on veut et là où nous on veut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Mali avait besoin d'un soutien aérien. La France l'a amené, nous sommes à Kidal, Gao, Tombouctou. Mais n'amenons pas juste des troupes pour le plaisir d'amener, mais amenons ce dont on a besoin, au moins on a besoin. Et quand la France a amené ça, quand les Tchadiens se sont battus corps et âme, voilà ce que le Mali avait besoin et le résultat est ostensible. Eh bien, vous dites Kidal dans vos propos tout de suite, mais les Maliens pensent que les forces armées maliennes ne sont pas à Kidal. Quelle est votre appréciation? Sur cette question, permettez-moi de vous dire, à aucun instant, ni dans son Excellence, Monsieur le Président de la République, ni le Premier ministre, ni le ministre de la Défense, ni le chef d'état-major général des armées aujourd'hui n'ont fait mention de ce que vous venez de dire. Kidal, à ce que je sache, n'a été fermé à personne. Mais seulement, vous savez, une opération militaire peut prendre du temps, ça nécessite de la préparation et ça découle pratiquement de la tactique, de la technique et de la stratégie. Donc le fait que nous ne sommes pas à Kidal pour le moment peut être la résultante d'une phase de préparation, mais personne, je dis bien personne, à ce que je sache, jusque-là, n'est contre le fait que les troupes maliennes soient à Kidal. Personne ne comprend aussi pourquoi, jusqu'à ce jour, avec la présence des Tchadiens et des Français, que les forces maliennes ne sont pas là. Les forces maliennes se préparent. Le chef d'état-major général, le ministre de la Défense, les structures militaires concernées sont en train de se préparer d'arrache-pied pour faire avancer les troupes sur les dernières lignes Kidal et aux alentours. Alors, capitaine, aujourd'hui, on parle de votre absence sur la ligne, à Kidal. Vous avez été à Sévaré, mais vous n'êtes pas à Gao. Pourtant, les Maliens voudraient bien vous voir là. Et quelle est votre réponse? Ok, je vais vous dire d'abord, je suis allé à Sévaré au tout début des opérations, quand la dernière ligne pratiquement appartenant à nos forces était juste un peu derrière Sévaré. Je suis allé voir les troupes, les encourager, prendre compte de leurs préoccupations, de tout ce qui se passe. Ça, c'est un. Et de deux, je vous dis, partout où ma mission nécessitera ma présence sur n'importe quel centimètre carré de ce territoire malien, j'irai en personne s'il le faut, ou je me ferai représenter par délégation de pouvoir. Il n'y a pas juste une semaine. Et partout où il y a les troupes, au nord, au sud, j'ai envoyé des missions, dont beaucoup de vos éléments ou des stations ORTM des différentes régions ont eu bien sûr à faire la couverture. Ils sont partis prendre les préoccupations des éléments. Mais seulement ne confondons pas les choses. La première est que c'est comme si vous demandez tout de suite au directeur des chemins de fer de conduire le train pour aller à Caille. C'est chez moi, vous savez. Merci. Donc, et le ministre de la Défense, il est là, il s'occupe pleinement de sa tâche, il se bat, il fait ce qu'il peut. Le chef d'état-major, la même chose. Nous avons un commandant opérationnel, nous avons des commandants ETIA, nous avons des commandants d'unité.
Votre présence motive et moralement les troupes, le savez, non? C'est pourquoi je l'ai dit, chaque fois qu'il y aura le besoin, il ne faut pas juste se déplacer, aller quelque part pour le plaisir aussi d'être là-bas, ou pour faire plaisir à quelqu'un simplement. Mais il faut aller là où la nécessité l'exige. Parce que ce nord, permettez-moi de le dire, je ne suis pas ce capitaine fait à Bamako. Je ne suis pas ce capitaine fait à Bamako ou Kati, je le précise. 24 ans de service militaire, j'ai passé 13 années de ma vie au nord. André Boukan, Tombouctou, Léré, Gao, Kidal, Anefis. J'ai fait 8 années de ma vie à Kidal. Président... Donc je ne suis pas quelqu'un aujourd'hui à qui on apprend ce secteur. Je ne suis pas quelqu'un à qui on apprend même les opérations du Nord pour y avoir participé plus d'une fois. On le sait. Aujourd'hui, nous sommes au présent, Président. Et dites-nous, les Maliens attendent que vous leur promettez la libération totale de Kidal. Qu'allez-vous dire? Je pense bien qu'ensemble, nous pouvons promettre aux Maliens la libération totale de Kidal. Et quand je dis ensemble, il y a quand même la décision politique, il y a la décision militaire, et ce que nous devrons faire ici en tant que comité de suivi des réformes. Si tous les efforts sont réellement jumelés, et je pense bien qu'on peut bel et bien promettre à ce citoyen malien que Kidal, et même au-delà de Kidal, nous allons la libérer. Les opérations jumelées, vous voulez dire quoi? Ça émane de la participation politique de tous. Là où il y a décision politique, il le faut. Là où il y a décision militaire, il le faut. Là où il y a besoin de matériel, il le faut. Là où il y a planification stratégique, il le faut. C'est tout un ensemble qui permettent à une armée d'avancer et d'accomplir une mission. Mon président, il y a des hommes quand même qui sont morts sur le terrain, qu'ils soient tchadiens, français ou maliens. Mais ce qui nous touche, c'est les Maliens. On ne fait pas écho. Est-ce que c'est un sujet tabou, la mort chez les militaires, ou tout simplement, pourquoi on couvre ça un peu? Pourquoi? Vous vous souvenez, M. Abbas, au lendemain des événements, nous avons pratiquement convié l'Assemblée nationale et beaucoup de structures à venir dans nos garnisons, journée porte ouverte. Ce jour, il y a un honorable député de l'Assemblée nationale qui m'a dit ceci: capitaine, nous avions cherché cette opportunité, cette occasion depuis, nous ne l'avons pas eue. J'ai dit, monsieur l'honorable député, vous ne pouviez pas l'avoir du fait que, quand vous vous rendez compte que l'argent que vous avez voté pour cette armée n'est pas utilisé à bon escient, on vous empêcherait de venir faire le constat. Maintenant, j'ai dit, à partir de l'instant, nous, comité de réforme, nous avons pour mission de changer ce qui n'a pas marché et de projeter ce qui peut être bien pour nos forces de sécurité. On ne peut pas comprendre que quelqu'un donne de sa vie pour une nation et que cela passe inaperçu comme un non-événement. C'est incompréhensible. Je me rappelle, Toximène, 54 morts un seul matin, ça n'existe dans aucune archive, à part des messages militaires. Léré, 17, ça n'occupe nulle part. Le cas d'Aguelok, 100, aucun honneur militaire. Est-ce que vous pensez que, primo, ça n'encourage pas l'autre qui doit aller se sacrifier demain? Ça, c'est un. Et de deux, c'est le peuple qui donne de son argent. L'argent du contribuable malien fait entretenir, fait équiper, fait former les forces armées et de sécurité. Mais c'est comme si le médecin ne connaît réellement pas le mal de son patient. C'est pas facile de guérir. Il faudrait que le peuple soit informé au quotidien, au fur et à mesure de chaque soldat, malien ou étranger, tombé sur le champ d'honneur désormais. Et ensuite, prévoir, c'est-à-dire tous les honneurs dus à un soldat qui a donné de sa vie sur le terrain. C'est une façon. On ne pourrait jamais remplacer sa vie, mais quand même, ça va être une façon. Prenez l'exemple, va au cimetière d'Arlington. C'est les héros tombés sur le champ d'honneur qui sont là-bas. Vous avez perdu votre parent. Mais c'est une fierté un dimanche de rassembler la famille, d'aller voir ce soldat qui repose dans un endroit réservé aux héros qui ont donné leur vie. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est le manque de terrain, non? Il n'y a pas 2 semaines. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, on a eu des échanges là-dessus. Et il a émis l'idée, effectivement, trouver un endroit pour faire de ça un cimetière militaire national où reposeront désormais, c'est-à-dire tous ceux qui vont donner leur vie. C'est une petite façon quand même pour nous de leur rendre tous les honneurs dus. Capitaine, la République vient de vous confier la présidence de la réforme de nos forces armées et de sécurité. Comment comptez-vous y prendre? D'abord, la réforme, on ne peut pas se situer en matière de temps. Parce qu'une réforme, pour qu'elle réussisse, ça doit être continu. Mais ce qui est sûr, le temps que nous allons mettre pour diriger d'abord cette entité, il faut placer des grands axes. On peut ne pas tout réaliser tout de suite, mais il faut quand même placer des jalons. À savoir, quels sont les textes de l'armée qui ne marchent pas?
à savoir quelles sont les infrastructures de l'armée qui n'existent pas, le manque d'équipement, et ainsi de suite. Il s'agit de réfléchir, faire un diagnostic de tout ce qui n'a pas marché, de tout ce dont votre armée nationale et forces de sécurité auront besoin pour accomplir désormais leur mission. Prenez l'exemple. Si on avait une armée républicaine bien équipée et bien formée, on n'aurait pas dû perdre ce nord, à plus forte raison chercher à récupérer. Donc, essayons, c'est-à-dire nous, notre mission c'est quoi? Faire ce diagnostic, proposer ça aux autorités compétentes de ce pays pour qu'ils mettent ces moyens à disposition. Parce qu'il y a urgence quand même. Il y a l'urgence. C'est pourquoi, c'est-à-dire cette réforme va en plusieurs étapes. La première étape c'est quoi? C'est faire face à la réalité actuelle. Tout de suite. Le pays est sous occupation, il faut libérer le pays avec des moyens tout de suite qu'on peut rassembler. Une première phase. Seconde phase, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce qui s'est passé n'arrive plus? Donc là, nous réfléchissons, nous faisons le diagnostic, nous faisons des propositions à qui de droit pour que réellement, quand même au bout d'un certain temps qu'on s'est fixé, nous puissions réellement bénéficier d'une armée forte, professionnelle au service de la nation malienne. Très bientôt, la MISMA va être... il est proposé de muer la MISMA en une force onusienne dans notre pays. Quelle est votre appréciation de cette transformation-là? D'abord, en tant que Malien, je dis tout ce qui contribuera de loin ou de près à libérer ce compatriote qui n'arrive pas à dormir et à manger tranquillement chez lui. Je suis partant. En tant qu'officier, je relève d'une structure militaire et je relève d'un président de la République qui est le chef suprême des armées. D'abord, la création de la MISMA émane d'une décision politique au plus haut niveau, sous-région internationale. Mais au-delà de tout ça, si ça devrait se substituer, si ça devrait combiner en autre chose, et je préfère laisser ça à la décision politique. Capitaine, on parle de vous, de votre salaire et de l'arrestation du journaliste du Républicain, le directeur de publication, et que vous serez derrière. Jabas, merci. Je vais même vous dire quelque chose. D'abord, salaire, comme si c'était réellement la fin de mon nom. C'est l'État malien qui a jugé utile de me donner quelque chose dans l'accomplissement de ma mission, qui n'est ni volé, ni triché. Ça, c'est là. Et de deux, je pense bien que c'est une goutte dans une mer. Quand on est en train de donner 400-500 millions juste pour l'entretien de salles de spectacle à Bamako, on n'en parle pas. Quand il y a d'autres structures qui bénéficient de 30-40 millions par mois, on n'en parle pas. Mais s'il s'agit de ce capitaine, oui. Vous savez pourquoi? C'est pas le salaire, c'est la personne. Je vous dis quelque chose. On peut ne pas aimer ce capitaine, c'est un choix que je respecte. On peut ne pas aimer un renversement de pouvoir ou un coup d'état militaire, c'est un choix que je respecte. Mais je pense bien que ne pas apprécier l'acte qu'on a posé pour redonner espoir au peuple malien, là c'est parce que ça te faisait profiter. Tu as contribué à leur tricherie, tu as contribué, c'est-à-dire à la déliquescence, tu as contribué à la mauvaise gestion, tu as contribué à un tout. Donc quand nous on abrégit ces privilèges, on peut ne pas nous aimer. Mais concernant le cas du journaliste, je pense bien qu'essayer de faire un peu, revoir un peu les journaux, essayer de revoir un peu ce qui s'est dit dans les radios. On a assez parlé de ce capitaine. Mais je vous dis, je suis officier, responsable, et quand je pose un acte, je m'assume. Tout ce qu'on dira, il n'y a aucun problème. Mais j'ai un idéal, j'ai une mission pour mon pays, pour cette armée. Et je pense que cet idéal-là, on est en train d'aller vers ça. Grâce bien sûr à l'impulsion personnelle aussi. Vous n'êtes pas derrière l'arrestation? Non, je n'arrête personne. Si je devrais arrêter, je pense bien qu'on m'a beaucoup donné l'occasion. On nous a accusés à tort ici d'avoir battu un tel, d'avoir fait ceci. Je n'ai pas réagi. Et même cette fois-ci aussi, je pense que je ne réagirai pas. Parce que j'ai un idéal. Et on ne me distrait pas de cet idéal. Donc si on pense bien qu'on peut écrire quelque chose pour essayer de diffamer le capitaine, changer l'ordre des choses, je pense qu'ils se trompent. Ils ne le pourront pas. Nous, on a un idéal, un objectif commun. Mon capitaine, merci de nous avoir reçus chez vous et bonne chance pour votre mission. Merci. Et bonne mission. Merci, M. Abbas. Merci encore une fois. Merci. Merci. C'est la fin de ce numéro sur la ligne de front. Merci de votre aimable attention et bonne suite des programmes de l'ERTM.